Nouveau rendez-vous du décryptage de l'actualité africaine sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. 3 sujets sont au sommaire. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'incendie dans le grand marché international d'Antokpa au Bénin. Avec nos invités, nous analyserons les causes de ce drame malheureusement cyclique et fréquent dans ce grand marché et les pistes de solutions pour une meilleure prise en charge des victimes. Incendie au marché international de Dantokpa au Bénin. Quelles solutions face à ce drame qui se répète souvent? Vous aurez les apports de nos invités dans un instant. Notre deuxième sujet de ce jour nous emmènera en Côte d'Ivoire où, après sa réélection au premier tour, le président Alassane Dramane Ouattara annonce la possibilité de son retrait de la vie politique avant la fin officielle de son mandat et de passer la main à un vice-président. Le président Ouattara serait-il déjà en train de planifier sa succession au regard des ambitions et appétits qui s'annoncent autour de lui? Vous aurez la réponse de nos analystes sous peu. Enfin, nous finirons ce débat par l'actualité en Égypte où 224 personnes ont perdu la vie suite au crash d'un avion russe la semaine dernière. Après la revendication de cette attaque par la branche égyptienne du groupe État islamique, quelle sera la réaction de Moscou face à cet incident, à cette attaque des terroristes? Nous en parlerons dans un instant. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici le flash d'information. En Égypte, les corps de 162 des 224 victimes du crash de la semaine dernière ont quitté le Caire pour la Russie alors que l'enquête sur les causes de cette catastrophe que les autorités ignorent pour l'instant se poursuit. L'hypothèse d'un attentat reste envisagée après la revendication de la branche égyptienne du groupe État islamique. En Guinée, la Cour constitutionnelle a validé la réélection au premier tour du président Alpha Condé avec 57% des voix. Ceci après avoir rejeté l'ensemble des recours en annulation présentés par 3 de ses adversaires. Dès le lendemain du scrutin, les 7 adversaires du président Condé avaient dénoncé une mascarade et refusé par avance d'en reconnaître les résultats. Au Niger, la coalition des partis de l'opposition et la société civile réunis au sein du Front patriotique républicain a organisé ce dimanche à Niamey une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation. Plusieurs personnes ont pris part à la manifestation pour exiger des élections inclusives, libres, honnêtes et transparentes. Très tôt ce samedi matin, une bonne partie du marché international de Dantokpa au Bénin a été détruit par un incendie, un drame malheureusement cyclique auquel les autorités apportent souvent des solutions éphémères. Les causes et solutions à cet événement malheureux sont à décrypter juste après ce générique. Pour débattre des sujets au menu de cette émission, j'ai sur ce plateau Médéric François Gongo, il est journaliste, analyste politique au Bénin. Médéric François Gongo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji de la rédaction de SICA. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Médéric. Je démarre cette émission avec Médéric François Gongo. Une partie du marché international de Dantokpa que vous connaissez certainement bien a été rasée samedi dernier par un incendie que les sapeurs-pompiers ont mis du temps à maîtriser compte tenu de l'étendue donc de cet incendie. Un événement malheureusement cyclique. À votre avis, quelles ont été les causes de ce drame? De la compassion à la réalité, nous devons à la vérité de reconnaître que la recherche effrénée du gain, l'inorganisation dans la gestion de ce marché par la SOGEMA, la succession des intérêts, les conflits d'intérêts au niveau du gouvernement et de la mairie de Cotonou ont réduit ce marché à une existence piteuse. Une existence de structuration, parce qu'on ne connaît pas les limites du marché, une existence de plan de circulation, parce que non seulement par rapport à la sécurité, mais également on peut avoir une éventualité d'évacuation sanitaire. On ne peut pas évacuer des malades à l'intérieur de ce marché, de l'intérieur vers l'extérieur. Conjection du marché du fait de l'installation anarchique. Et parce que la SOGEMA n'est là que pour percevoir les tasses et autres, et la frilosité des différents exécutifs qui se sont succédés par rapport à l'aménagement de cet espace international d'échange. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et ce n'est que l'exacerbation de cette situation, ce n'est que l'approche
de la campagne électorale pour la présidentielle, ce n'est que la fin du mandat qui sont des faits qui nous ont amenés à constater une forte mobilisation et de l'exécutif et de tous ceux-là qui prétendent légitimement gouverner ce pays. Mais l'un dans l'autre, c'est que cette situation repose de manière symptomatique la manière dont le pays est géré au pifomètre, la manière dont les structures étatiques sont conduites, parce qu'il n'y a pas de vision prospective, il n'y a pas un état des lieux, j'allais dire, approprié. Oui, mais c'est un problème cyclique, comme je l'ai dit tantôt, ça se répète souvent. Alors, ce n'est nécessairement pas la faute de ce gouvernement, ça existait depuis. C'est exactement que je parlerai de la frilosité, de l'hésitation, ou de l'incapacité des différents gouvernements qui se sont succédés. Pourquoi pensez-vous qu'est-ce qui les amenait à être frileux? Qu'est-ce qui les amenait à ne pas poser l'acte qu'il faut pour ordonner ce marché? Vous savez, la paternité du marché d'Antokpa a fait l'objet du débat. Un débat récurrent entre la mairie et le gouvernement depuis 1996. Ce sujet n'a jamais été évacué. On a pris le marché d'Antokpa comme une âme politique pour pousser dans ces derniers retranchements l'équipe dirigeante de la ville de Cotonou. On n'a pas voulu concéder de l'espace, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire le contraire parce que le dirigeant de la Sogema est un ancien collaborateur du maire, de l'ancien maire, de l'actuel maire de la ville de Cotonou. Donc, le véritable problème qui se pose, c'est qu'on s'est occupé de la gestion politique de Dantokpa. Sans s'occuper des réels problèmes. Des réels difficultés de ce marché. On ne connaît pas les limites de Dantokpa. Regardez par exemple le siège là. C'est difficile de circuler dans ce marché. Et pourtant, il y a des forces de l'ordre aux alentours de ce marché. Comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de ces forces de l'ordre et qu'il n'y ait pas vraiment d'ordre dans ce marché? Un marché le plus grand du Bénin d'ailleurs. Il y a la complaisance. Il y a le fait qu'on a envie de satisfaire des intérêts inavoués, qu'on veut tout simplement positionner les nôtres. Par rapport aux forces de l'ordre, j'ai constaté là qu'il y a une recherche d'aller dire de gain. Parce que beaucoup ont déploré le fait que les forces de l'ordre, au lieu d'assurer la sécurité, s'occupent des arrestations de marchandises, des arrestations des émigrants et des tassimènes et laissent l'essentiel. Mais qu'est-ce que ces forces de l'ordre pouvaient faire dans une logique où il n'y a pas de plan de circulation? Au-delà de tout, mais dans une logique où c'est une foule, qu'est-ce que ces forces de l'ordre peuvent réellement faire dans cette foule? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un plan. De départ, il n'y a pas un plan pour l'installation des baraques, pour l'installation des bâtiments. Même la dernière politique du gouvernement de construction de certains hangars, même étagés au niveau de la berge lagunaire, se représentait comme du saupoudrage, se représentait comme une manière de pousser les difficultés. Mais nous devons condamner le ministère en charge de la gestion de la Sogema, condamner les responsables en charge de la gestion de la Sogema et les responsables en charge de la gestion de la sécurité également de l'espace pour demander tout simplement parce qu'il faut qu'on arrive dans certains pays on aurait eu déjà des démissions. On devrait avoir leur démission ou ils devraient démissionner d'eux-mêmes ou ils devraient être démis de leurs fonctions pour faciliter le déroulement des enquêtes et ou tout simplement pour apporter de la compassion directe aux sinistrés parce que c'est tout comme si l'État n'a cure des difficultés et des effets collatéraux que les sinistrés rencontrent. Joël Yetonji, alors à la base de cet incident, on parle de l'incivisme de certains usagers et de certaines pratiques peu orthodoxes des forces de l'ordre qui pourtant sont présentes et visibles au carrefour de ce grand marché. Et quel est votre avis sur cet état de choses? Avec beaucoup de douleur que je me vois en train de me prononcer sur ce sujet, je veux faire remarquer que dans le cas d'espèce, pour ce qui vient de se passer, pour ce que vous avez dit, c'est une énième fois, mais pour cette fois-ci, on nous a parlé d'un liquide hautement inflammable. Il s'agit de l'essence frelatée. Et pour un pays qui se respecte, ce liquide, on ne l'achemine pas tel on achemine un colis. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'au Bénin encore, on en soit à ne pas trouver une solution à ce problème-là. L'essence frelatée circule allègrement comme une boisson dans une bouteille. Ça, c'est inconcevable. On nous a parlé d'un camion gros porteur et non d'un camion citerne. Aujourd'hui, les enquêtes sont en cours pour savoir qui est fautif, parce qu'on aurait dit qu'il y a eu chasse-poursuite. Mais je veux tabler sur l'essentiel, le sujet lui-même. On ne peut pas comprendre que depuis
depuis toujours, depuis 90, depuis la fameuse conférence des forces vives de la nation, que le Bénin en soit encore là. Un État sérieux doit pouvoir régler définitivement, une fois pour de bon, ce problème. Si l'essence, on n'en est pas à trouver un camion qui soit en train d'acheminer vers quelle destination, cette essence, à cette heure-là, on n'en serait pas encore là. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, au Bénin, à des endroits insoupçonnés, au seuil des portails d'autorités insoupçonnées, vous pouvez trouver l'essence frelatée. On peut trouver du pain. Donc, ce n'est pas croyable qu'on en soit encore là. On doit pouvoir régler une fois pour toutes ce problème. Oui, mais c'est un autre débat. Non, s'il vous plaît, pour régler, vous avez posé une question essentielle. Comment régler ce problème-là? Constatez que ce qui s'est passé, on aurait pu ne pas assister à cela à quelques mois de la fin du mandat. Et vous savez, on est les Africains. Il n'y a rien sans rien. Et lorsque vous ne prenez pas vos responsabilités, la nature vous montre la voie. Et là, la nature est en train de montrer la voie. Il faut saluer à la vérité que l'État béninois... La résolution du problème passe par le règlement, la résolution du problème de l'essence frelatée. Ça, c'est un problème sérieux, oui. Vous avez constaté, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître, que cet État, à un moment donné, a pris à bras-le-corps ce problème. Et j'ai cru comprendre qu'on était presque à quelque part du bout du tunnel. Mais, comme vous le savez, pour des raisons qu'on n'évoque pas suffisamment. Pour des raisons électoralistes. Pour les mêmes raisons qui font que le marché d'Antokpa en est dans cet état-là, on n'a pas pu régler ce problème. Donc, c'est le même problème. Le marché d'Antokpa, Médéric disait tantôt que voilà un marché, on ne connaît pas vraiment jusqu'où ce marché s'étend. Ce n'est pas possible de circuler librement au cœur de ce marché. On a des hangars qui sont installés pêle-mêle et pourtant, il ne s'agit pas d'incapacité, mais simplement d'absence de volonté. Pourquoi? Parce que il y a comme pour ce fameux produit qui engrange un effectif pléthorique, non négligeable pour l'électorat des hommes politiques. On n'arrive pas à régler le problème. Le marché d'Andoka, pour l'effectif que ça engrange, on n'arrive non plus à régler le problème. Donc on laisse faire. C'est un électorat qu'on essaie de cajoler au lieu de fermer les yeux et régler le problème une fois pour bon. Donc c'est un éternel recommencement. Alors dites-moi justement, à votre avis, comment faire pour régler définitivement ce drame cyclique dans le marché? Il faut fermer les yeux sur ce qui s'est passé, profiter plutôt de ce qui vient de se passer, pour une fois pour de bon, essayer de raser ce qui est à raser. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il soit impossible d'entrer librement au cœur de ce marché et de s'en sortir. Vous vous rappelez très bien le braquage qu'on ne peut pas oublier qui a frappé ce marché-là. Il nous a été difficile, pour ne pas dire impossible, de mettre la main sur cela. Pourtant, le marché les braqueurs sont venus, sont rentrés dans le marché. Le marché est bien ceinturé. Ils ont disparu. Il y a des unités spéciales de police qui sont là, qui peuvent mettre ils n'ont pas pu mettre la main sur Si on n'y arrive pas, c'est simplement parce qu'on ne peut pas entrer facilement. On ne connaît même pas le cadrage de ce marché-là. Alors le gouvernement... Donc il faut profiter de cette opération-là et raser le marché, aller vers la reconstruction du marché. Alors, pendant que les gens sont à pleurer... aujourd'hui que projette le gouvernement. Très tôt, le gouvernement a décidé que le génie militaire prenne la situation à bras-le-corps. Il y a de nouveaux hangars qui sont en cours de construction. On a projeté également bâtir un nouveau marché. Est-ce que vous pensez que ce soit vraiment des solutions? Parce que déplacer ce marché, le marché a un nom, a une origine. Vous pensez qu'on peut facilement déplacer ce marché? Vous avez dit facilement, pas impossible. Le marché n'est pas d'abord à déplacer. Si on constate qu'il y a un trop-plein, il faut aller vers la relocalisation. Mais le marché d'Antokpa aujourd'hui est à reconstruire. Ce qui a été dit là, je veux dire qu'il faut saluer cela. On a suivi le Conseil des ministres, des résolutions qui ont été prises. Mais là, on attend l'acte, il faut passer à l'acte. Il faut dégager tout ce qui est à dégager, repositionner les boutiques, permettre à ce qu'on puisse entrer facilement et en sortir, savoir c'est quoi la cartographie du marché d'Antokpa, pour permettre à ce que les populations puissent bénéficier vraiment du fruit de leur labeur. Bien sûr. Et je pense que c'est le moment ou jamais. On peut le faire, et si on le fait en passant vraiment à l'acte, ce sera un offre de soulagement pour ces populations, mais aussi pour les autorités. Pour Yahi Boni, qui n'a plus rien à perdre, je pense aussi que c'est le moment. Pour Yahi Boni, qui, dit-on, doit avoir un dauphin, je pense que c'est aussi le moment. On nous a donné 3 mois. Il faut suivre ça à la lettre pour voir si on va pouvoir le faire. Plutôt 2 mois, je pense. Non, 2 mois pour les hangars qui sont là. Mais on a été loin. On a opté déjà aussi pour la reconstruction. On dit en 3 mois, on va nous sortir un plan d'accès au marché, un plan de reconstruction du marché. Si on peut le faire, ce serait heureux. Vous y croyez? Je pense. Vous croyez qu'on aura non, il n'est pas question de croire. Moi, en tant que journaliste, je veux suivre ça de très près pour voir si ça va être fait. Et je pense aussi que les présidentiables, puisqu'il y a eu un balai tout autour, ils doivent aussi
se saisir de cette occasion-là. Et marquer le gouvernement à la culotte. Et aussi, s'il n'y avait pas pensé, il faut très rapidement insérer à leur plan d'action, à leur projet de société pour ce pays-là, le plan d'accès du marché d'entrepreneuriat. La SOGEMA n'est simplement qu'un outil à la solde de qui vous savez. Médéric François Gongo, le gouvernement veut reconstruire un nouveau marché. On s'est donné 2 à 3 mois pour régler définitivement le problème de Dantokba. Vous y croyez? A priori, nous devons accorder, j'allais dire, une bonne foi au gouvernement, mais nous devons constater que la cause de l'incendie pourrait être intérieure ou extérieure. Et si tel est le cas, le phénomène du paillot serait à isoler, à circonscrire et à traiter complètement à part par rapport aux incidences que cela a sur l'économie. Au-delà de tout, c'est parce qu'il y a un désordre, justement. Exactement. Que le marché et c'est en cela que je dis on pouvait avoir une cause intérieure. On a eu les braquages, on n'a pas pu. Tout simplement, on les a vus au nez à la barbe de tout le monde. On a vu les gens prendre par le large et partir. Le gouvernement a pris des décisions. Mais moi, je regrette d'abord la précipitation. Il y a une précipitation. La première décision devrait être la démission systématique et du DG et du commissaire principal pour montrer aux sinistrés qu'on est en train de compatir à leur douleur. La deuxième démarche devrait être une consultation un peu plus large de toutes les structures impliquées, un état des lieux exhaustif, sans, j'allais dire, copinage, sans favoritisme, sans complaisance. Oui, sans complaisance. Oui, et pendant ce temps, les victimes sont là avec la douleur. Et après, on les laisse. Non, au même moment, on peut faire tout ceci très rapidement. Mais je pense que le gouvernement. Qui vous a dit que ça n'a pas été fait? Le gouvernement est allé. Il y a eu un conseil spécial des ministres. Évidemment, le conseil spécial, on sait comment ça se passe. On fait du one-man show politique. On voit aujourd'hui le génie militaire qui est beaucoup plus responsable que les entreprises pour faire un travail de taille. Nous espérons que tout se passera bien. Mais l'équité, la justice, qui sont ceux qui étaient bien positionnés, comment on va rétribuer les places, c'est tellement on va adjoindre d'autres noms, ça se passera comme ça. Et finalement... Donc, vous pensez qu'il y aura un système de profit, les gens vont certainement chercher... On peut nous donner toutes les assurances, mais au finish, on aura des mécontentements au niveau des sinistrés, des véritables sinistrés qui se connaissent. On verra forcément, il y aura des problèmes, des réductions d'espace, etc. Le gouvernement, on doit tout de même saluer la démarche du gouvernement, mais on doit veiller au grain, puisque le gouvernement n'a plus rien à perdre. Et je crains fort que cela ne soit également une vache à lait, que cela ne soit également une occasion pour les uns et les autres de se sucrer. Parce qu'on y est allé très vite, on nous a dit que le budget est bouclé, dans quelle conditions? Est-ce que c'était prévu dans le budget finissant de l'année? Ou est-ce qu'on a trouvé les fonds? Quel est le suivi et l'évaluation de l'utilisation? Il y a toujours des imprévus, certainement. Évidemment. Appuyé dans les imprévus. On espère bien que ce n'est pas un appel qu'on fera aux sociétés d'État pour en sortir beaucoup plus que ce qui est prévu, comme on l'a constaté dans plusieurs cas, où jusque-là on ne justifie pas les fonds qui sont sortis. On espère bien que l'on ne va pas profiter de ces affres, de ces sinistrés pour se faire fortune, parce qu'au Bénin, nous connaissons, malheureusement, je pense que... Oui, mais Médéric François Gongo, il y a un pan justement de cet événement, ce drame qui a oublié, le dédommagement justement de ceux qui ont tout perdu. Est-ce qu'ils seront dédommagés? Si oui, sur la base de quoi? Sur quel principe? Sur quel calcul? Le problème, c'est qu'au préalable, on ne pouvait pas avoir un point exhaustif des avoirs, des marchandises. Voilà, donc forcément, il y aura des exagérations de toutes les parts au niveau des sinistrés. Donc il va falloir qu'on essaie de couper la poire en deux, d'aller vers l'essentiel, reloger. Et c'est puisque les marchandises n'étaient pas d'avance assurées. C'est ça le problème. Les marchandises n'étaient pas d'avance assurées. Est-ce qu'il faut continuer par jeter seulement la pierre au gouvernement? Parce que justement, les commerçants eux-mêmes devaient accepter, assumer une partie de cette responsabilité. Voilà un travail que la SOGEMA aurait pu faire très tôt. On ne devrait pas s'occuper seulement de délivrer des tickets, de vendre les places à l'emporte-pièce. On devrait également s'occuper de la conscientisation des associations et des usagers du marché d'Antokwa. On devrait démontrer aux uns et aux autres les risques qu'ils encouraient s'ils arrivaient à subvenir des affres de la sorte, ce que nous dénonçons aujourd'hui. Il n'y a pas un travail enchevêtré. Et on a comme l'impression qu'on fait une gestion parcellaire. On fait une gestion beaucoup plus partisane de la plupart des structures étatiques au Bénin. Et le cas du Dantokwa met à nu les insuffisances au niveau de l'administration publique et de la gestion hautement politisée de la nation. Joël Etondi, alors quand on sait que le marché d'Antokwa est au cœur des activités commerciales et de l'économie au Bénin, quelle appréciation faites-vous de la descente matinale du président du patronat sur les lieux? Il était pratiquement le premier à se rendre sur les lieux pour supporter ceux qui ont tout perdu.
Et c'est le moins qu'on puisse attendre. Il est à un poste très stratégique. Vous avez parlé du président du patron. Voilà. Donc c'est il peut comprendre celui qui travaille avec les opérateurs économiques. Il peut comprendre la peine, la douleur de ceux-là qui ont perdu d'importantes sommes d'argent. Vous imaginez, la plupart des boutiques qui sont parties en fumée, ce sont des boutiques qui logent en leur sein des pièces de véhicules. Et quand il dit pièces de véhicules, vous imaginez un peu ce que c'est. Et c'est des fortunes. On est en période de fin d'année et ma foi, ceux-là vont faire assez de prêts parce que c'est la période pour Y de se retaper sa voiture et autres. Bien évidemment. Donc c'est les yeux embués de larmes qu'il est descendu sur le terrain. C'est une descente qu'on ne peut que saluer. Et au-delà de la descente, l'homme, on l'a vu de par le passé, a pris l'engagement d'essayer avec ses pairs de voler au secours des sinistrés, tout en lançant l'appel aux autres patriotes de faire pareil. Je pense que c'est heureux. Et on ne peut que demander des initiatives, des langues de solidarité du genre. Mais au demeurant, je veux dire qu'il y a tellement de leçons à tirer du drame qui s'est produit. Vous avez parlé d'assurance tout à l'heure. Je ne peux pas comprendre. Ça, c'est de la complaisance à tous les niveaux. Au niveau de la SOGEMA, je ne peux pas dire, c'est une kyrielle d'associations que le marché comporte. Le marché a en son sein des gens qui sont comme des porte-voix de ces vendeurs, de ces commerçants. Ils font quoi? La politique a pris le dessus sur tout. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir manipulé de l'argent de cette façon-là et accepter que des acteurs politiques en soient à chapeauter vos activités. Ils sont de ce point de vue-là coupables. Mais au-delà de cela, il faut dire qu'on ne peut non plus se taire sur ce qui s'est véritablement passé. On a accusé des forces de l'ordre. Aujourd'hui, une enquête est ouverte. On a envie de savoir vraiment les grandes conclusions de cette enquête-là. Il faut qu'on arrive à situer vraiment les responsabilités. Si effectivement, il y a des policiers qui sont fautifs dans cette affaire-là, qu'on arrive à les punir. Parce que le Bénin, si aujourd'hui on est encore à traîner les pas, c'est aussi du fait de l'impunité. Que vous soyez, peu importe votre position, si vous arrivez à commettre des actes de ce genre-là, il va falloir punir. On ne peut pas infiniment ou indéfiniment plutôt continuer à fermer les yeux sur des actes qui sont la limite criminelle. À 1h du matin, vous imaginez, si l'incident s'était produit à midi, ce qu'on allait enregistrer. Il avoir des pertes en vie humaine. Je pense qu'on peut pas fermer les yeux le président du patronat sur les lieux, très rapidement, le premier intervenant a apporté son secours aux victimes de cet incendie. Promptitude, sensibilité et appel à la gestion solidaire des effets collatéraux de ces incendies. Je pense que le président Adjavon est dans son rôle. Il appartient à l'une des grandes familles du secteur du commerce du Bénin, de père et de mère. Il a beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup de parents et beaucoup d'alliés et de proches. Mais il est également le premier des opérateurs économiques béninois. Il est également le premier pourvoyeur fiscal du Bénin. Et en ce sens, il est dans ses rôles. On observait sur le regard de l'homme d'État, de l'acteur du développement, une compassion qui dépassait, j'allais dire, les calculs politiciens, une sensibilité. Les larmes étaient retenues tout simplement parce que les grands hommes ne peuvent pas pleurer devant la caméra et devant les individus. Et je pense qu'il est dans ses rôles. Et il a déploré les événements. Il a parlé de ce que nous sommes à une période très délicate de la vie économique du Bénin et que les temps sont durs et que les ventes ne sont pas des meilleures et que à ce niveau également, il est à déplorer que les populations qui avaient déjà des difficultés quotidiennes en arrivent à souffrir. Je pense que dans le drame, chacun d'entre nous est touché d'une manière ou d'une autre. On a une personne de notre famille, on a plusieurs personnes, on est touché. Le président du patronat était dans son rôle. Il a fait plus de sensibilité, je l'ai dit, mais également il en a appelé à la gestion très solidaire de cette crise. Voilà, le gouvernement aurait pu prendre le temps de se concerter avec les acteurs économiques, les créateurs de richesses, pour voir dans quelle mesure, parce qu'on a des annonces de manière disparate, on a de la démagogie autour de certaines propositions, mais je pense que le seul à même de coordonner le mouvement d'ensemble, parce qu'il est le seul à sentir, il est le seul qui, j'allais dire, commercialise certains produits de taille. Je parlerai des protéines animales, je parlerai des huiles végétales, notamment. Ce sont des produits qui sont vendus dans l'espace. Et je pense que le président Adjavon serait l'un des meilleurs de la sous-région par rapport à ces produits. Il est beaucoup plus touché parce qu'il a beaucoup plus de clients
qui serait touché. Il est beaucoup plus touché parce qu'il a beaucoup plus d'opérateurs économiques, tout simplement, qui seraient touchés. Et je pense que nous devons suivre à la lettre ces recommandations pour voir jusque là où ça va aller. Merci, Médéric François Gongo. Madame, monsieur, ce sera tout pour le premier débat de ce jour. Nous abordons sans transition le deuxième sujet de votre émission Angle de vue en Côte d'Ivoire. Après sa réélection au premier tour, le président Alassane Dramane Ouattara annonce la possibilité de son retrait de la vie politique avant la fin officielle de son deuxième mandat et de passer la main à un vice-président. Le président Ouattara serait-il en train de planifier sa succession au regard des ambitions et appétits qui s'annoncent autour de lui? Vous aurez la réponse de nos analystes. C'est après ce générique. Je poursuis ce débat avec Joël Yetondy et Médéric François Gongo. Joël Yetondy, bientôt un vice-président en Côte d'Ivoire. À votre avis, le président Ouattara serait-il en train de préparer sa succession? Préparer sa succession, oui, on peut le dire comme ça. Préparer sa succession, c'est-à-dire penser après soi. Oui. Ça, c'est ce qu'on peut demander à tout chef. Il a été précis et clair. Il dit, je voudrais m'assurer de m'appuyer sur les meilleurs instruments en matière de démocratie qui existent pour qu'après notre génération, celle qui nous suivra, puisse faire le travail comme cela se doit, afin que tout ce qui a été capitalisé aujourd'hui ne vole pas en éclats, puisse subsister et continuer dans le temps. Je pense que de ce point de vue, c'est simplement à saluer. Parce que qui vit, oui, vit pour la vie, vous acceptez la répétition, mais aussi pour la mort. Je ne sais pas. L'homme a précisé qu'au Ghana, au Nigeria, on a vu... Partout où il y a des vice-présidents, la situation, le politique se porte bien. Et la succession se passe très bien. Il a ajouté qu'il espère, si d'ici 2 ans, il arrive à atteindre ses objectifs, pourquoi ne pas se retirer bonnement? On ne peut pas lui reprocher, il a été élu pour 5 ans, l'idéal aurait été qu'il termine son mandat. Mais si l'homme pense en son âme et conscience, en 2020, il aura 78 ans, ce n'est pas peu. S'il pense que là où il est déjà bon pépé, il peut se retirer, vaquer à autre chose, commencer par jouer à de la sagesse, accompagner les jeunes dans ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas le leur reprocher, on ne peut pas le lui reprocher. Oui, c'est justement ce qu'il pense. Mais au-delà de tout, la proposition, est-ce que elle n'a pas une visée beaucoup plus politique? L'homme a certainement senti autour de lui qu'il y a quelques agitations l'homme est politique. Dans sa formation politique autour de lui. Ces jeunes-là, justement, qui ont milité à ses côtés aujourd'hui, sont en train de se bousculer déjà pour la succession. Est-ce que ce n'est pas la stratégie? Et c'est purement politique, ça c'est clair. Oui. Maintenant, parlant des velléités qu'il y a au sein de cette coalition qui l'a accompagné au pouvoir, est-ce que cette solution suffira à taire les distensions, calmer les ardeurs? Pas forcément. Vous pensez que ça ne suffira pas? Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas si... Un vice-président tout-puissant qui vient, qui gère le pays et qui organise ce qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et je continue de le dire, de gagner les élections. Le grand acquis de cette transition, s'il aurait été le climat de paix, il reste précaire. Il reste précaire si Ouattara ne prépare pas véritablement après son mandat. Et c'est ce qu'il a commencé par faire. Certainement que le vice-président va l'aider à préparer. Ce n'est pas un vice-président tout puissant. Ce n'est pas un vice-président tout puissant qui nous permettra d'avoir cette Côte d'Ivoire prospère. Non, un vice-président peut prendre de la hauteur et essayer de mettre ensemble les camps opposés, les camps antagonistes. Justement, il faut faire un travail en amont. Ce travail en amont, c'est pouvoir réunir autour de cette table-là toute cette famille politique qui aujourd'hui a aidé Ouattara à être là où il est. Écouter les uns les autres, voir comment redistribuer les cartes. Donc faire ce travail-là d'abord, loin des projecteurs et des caméras. Après ce travail-là, que ce consensus soit fait autour de l'homme qui pourrait être le réélu pour occuper ce poste. Là, on est sûr de pouvoir calmer les ardeurs. Mais si ce n'est pas fait, et que Esnilo, on choisissait un vice-président, en temps, compter sur ces jeunes gens qui ont encore à vendre. Après une consultation interne. Il faut beaucoup travailler là-dessus. Mais il y a l'autre pan qu'il ne faut pas oublier. Lequel, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons du camp Ouattara, de tous ceux-là qui ont accompagné Ouattara. Mais à côté, il y a ceux-là qui sont encore dans l'ombre, qui continuent de parler de réconciliation et c'est important. Il y a tous ceux-là qui pensent que après Ouattara, ils peuvent aussi revenir au pouvoir. Il va falloir
régler le problème latent de l'heure. Le problème latent de l'heure, c'est que tous les Ivoiriens doivent se sentir ivoiriens. Et là, ce n'est pas encore un pari gagné. Il faut travailler en urgence pour ça. Les législatives qui viendront, comment se feront-elles? Elles ne se feront certainement pas sans l'opposition. Et là encore, il s'agit d'une boutade lancée au FPI qui doit pouvoir penser sa plaie et penser travailler à l'unisson. Est-ce que le poste de vice-président, c'est opportun pour le FPI? Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le RHTP. Non. Donc, je pense que cette décision de Ouattara va soulever des montagnes. Et ça dépend de la façon dont chacun aborde la préoccupation. Frédéric François Gongo, votre avis? Plusieurs motivations pourraient expliquer cette attitude du président après les élections, puisqu'avant les élections, il avait parlé de la révision de la Constitution, notamment à l'article 35, pour revoir ce critère d'ivoirité et permettre aux uns aux autres, quelle que soit leur origine. Certainement que cette histoire de vice-président sera intégrée aussi à la nouvelle Constitution. Il y a un deuxième sujet qui est souligné. Nous constatons l'ouverture de deux fronts. Le deuxième front va forcément enlever un peu l'attention de la grande majorité des Ivoiriens et de l'opinion internationale du premier front. Il y a également un problème de positionnement. Nous avions constaté dans le passé récent quelques difficultés au président de l'Assemblée nationale. Il y a un petit conflit de Dauphina entre le président de l'Assemblée nationale et le ministre d'État Bagayoko. Est-ce que le président Ouattara est ainsi en train de vouloir ouvrir le jeu pour permettre rapidement à Bakayoko de lui succéder, quitte à ce qu'il ne tienne l'accord du mouton tout en le lâchant? Est-ce que le président Ouattara pense qu'il a fini sa mission et qu'il est important pour lui de prendre du recul? Est-ce que nous n'allons pas nous retrouver dans cette logique que nous constatons dans la sous-région, où on a une redéfinition de la carte géopolitique vers une concentration ou une renaissance de l'Empire Mandingue? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a comme une tendance vers une renaissance de l'Empire Mandingue qui va remettre en cause les frontières héritées de la conférence de Berlin et qui va nous amener à ne plus percevoir la situation ivoirienne au niveau du nord et du sud, mais à traverser les frontières pour revoir un regroupement d'une grande ethnie qui a fait des merveilles dans le passé, et un confinement des minorités ethniques dans leur dernier retranchement, quitte à ce qu'on le revoie les Akans au niveau du Ghana, quitte à ce qu'on le revoie les autres au niveau du Libéria, etc. etc. Nous sommes dans une logique de réflexion féconde et approfondie, pour ne pas voir en superficie cette décision, pour ne pas voir une volonté de succession. Donc je bats en brèche les raisons, les motivations avancées par le président Ouattara pour voir beaucoup plus des intentions. Vous voyez beaucoup plus autre chose derrière cette annonce. C'est un peu plus approfondi. Parce qu'il faut bien observer qu'il y a une renaissance de l'Empire Mandingue et beaucoup de travail se fait dans ce cadre. Quand vous dites renaissance de l'Empire Mandingue, vous parlez de quoi? Parce que là, c'est seulement en Côte d'Ivoire que, cet exercice a lieu. Je parle d'une plausibilité de l'extension de la Côte d'Ivoire vers les pays frontaliers. Lesquels, par exemple, vous voulez parler du Burkina? Je parle du Burkina. Nous sommes justement en présence de pays indépendants. Ce que vous dites évidemment, n'est pas palpable, n'est pas possible. Je vous amène à constater avec moi que comme cela se passe partout ailleurs, nous allons revenir tout à l'heure, l'État islamique est en train de redéfinir la carte du monde au niveau du Moyen-Orient. Et je pense que c'est pas l'Afrique. Vous pensez que ces pays vont sacrifier leur indépendance pour se mettre dans un groupe? Ces pays seront obligés de concéder une partie de leur... Je ne parlerai pas d'indépendance, mais moi je parlerai, j'allais dire, de possessivité. Parce que de manière directe, tout comme on peut le constater au niveau de la frontière du Bénin et du Nigeria, les peuples Yoruba vont et viennent et ne tiennent pas compte des limitations. Les échanges se font beaucoup plus entre les chefferies traditionnelles, les grandes familles, les grands opérateurs économiques et les populations qu'au niveau des États. Et nous constaterons la même chose au niveau de la Côte d'Ivoire, de certains pays frontaliers, notamment... Ce que vous dites a toujours existé, Frédéric François Gongo. Mais là, il s'agit, on parle d'un vice-président. Quel est le rôle du vice-président dans tout cela? Je revois la question sous un autre angle également. Est-ce que c'est pas une manière, parce que le vice-président, si on l'a, on aura une deuxième personnalité de la République, une deuxième personnalité qui sera le vice-président du pays pour taire les divergences peut-être internes? Non, j'attends de voir qui sera le vice-président. Est-ce que le vice-président sera nommé de manière collégiale par toutes les tendances politiques? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Est-ce que le vice-président sera pour faire l'équilibre entre le Nord
et le Sud, ce qui ici va nous amener à une bipolarisation de la vie politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Un peu comme cela se fait au Nigeria. Au Nigeria, on peut le constater comme ça. Mais je vois là que c'est une manière de repousser le président de l'Assemblée nationale dans ses ambitions, de lui montrer que c'est vrai, mais de lui montrer également qu'il doit attendre. Oui, mais que la classe intermédiaire entre c'est possible que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui soit nommé vice-président. C'est possible également. Ce qui n'est pas évident. Mais c'est bien possible quand même. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas évident par rapport aux signaux que nous observons aujourd'hui, par rapport aux petites difficultés qu'on a constatées au niveau du dessaisissement de la situation sécuritaire, par rapport aux éventuelles difficultés que le président Soro pourrait être amené à avoir suite à la situation du Burkina Faso, et peut-être par rapport à son lot qui serait cité au niveau de l'AE. Bref, est-ce que ce n'est pas une manière de montrer d'une manière ou d'une autre... Vous savez que nous sommes en politique. Évidemment. Et que nous ne mettons que des hypothèses. Ce qui est apparent n'est pas nécessairement ce qui est vrai. Hypothèses. Nous ne faisons que opiner, mais nous devons la réalité d'opiner sur des faits réels et sur des réflexions fécondes. Joël Yetonji, alors dites-moi, ces réformes vont certainement être intégrées à la nouvelle constitution, ce qui implique une nouvelle république. Est-ce qu'on ne doit pas craindre un piège? Le piège est Il y a tout là. le syndrome Nkurunziza, le syndrome Sassou Nguesso. Non, une nouvelle non, république. non, non. La façon dont Ouattara a parlé, ce que je suis en train de voir, la surprise, il a annoncé. On peut voir un Ouattara qui ne va pas terminer son mandat. Ce n'est pas un Ouattara qui va finir le mandat et demander encore à revenir. C'est exclu. Dans la démarche de l'homme, dans ses propos, non, tout sauf ça. Ça là, c'est exclu. Non, on n'aura pas ça. Mais vous savez que beaucoup l'ont dit avant lui. Avant lui. Mais suivons-le. On est en politique. Mais, jusqu'à preuve de contraire, je voudrais bien prendre le risque de donner ma langue au chat. Ouattara, on risque de le voir ne pas achever. Vous ne perdrez pas votre langue. Non, je perds je perds difficilement. Dans l'ensemble, oui, je perds difficilement. Non, je constaterai que l'homme ne va pas finir son mandat. Il peut, à l'arrivée, 2 mandats après, dire bon, j'ai fini ma mission et que les autres n'ont pas continué. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà son testament politique qu'il est en train de laisser? C'est possible. Mais je dis une fois encore, il faut vraiment faire beaucoup attention. La Côte d'Ivoire, rien n'est encore gagné. C'est une situation précaire et délicate. Maintenant, un vice-président qui viendra tout régenter, ça aussi c'est un autre risque. Si la réflexion est là, vraiment ce n'est pas exclu, ce que Médéric vient de dire. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso a grandi. Il faut le constater. Le Burkina Faso n'est pas prêt à se faire porter. Le Burkina Faso est prêt à porter les autres. Constaté dans la démarche. Et l'équipe actuellement en place, l'équipe de transition est en train de faire un travail formidable. Et montrer que aujourd'hui, c'est les peuples qui doivent dicter la ligne de conduite et le Burkina Faso est dans cette logique. Et dans cette logique, la Côte d'Ivoire, si on va logner sur ce terrain-là, ça risque d'amener d'autres problèmes encore à la Côte d'Ivoire. Maintenant, je dis, pour permettre à cette Côte d'Ivoire de s'asseoir et d'aller sur une lancée véritablement démocratique, l'opposition doit comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est question de travailler ensemble. Vous l'avez dit, cette décision restera aussi politique et vous le constatez déjà, ça a commencé. Cette ligne de conduite que l'homme a voulu se tracer, ça a commencé par amener plus d'un à oublier le dossier brûlant de l'heure, Gbagbo et consorts, dossier FPI. On a, en tout cas lentement mais sûrement, commencé par l'oublier. Je pense que l'opposition n'oublie pas qu'il y a toujours des prisonniers politiques. Oui, les acteurs politiques, ce qui se joue, c'est que les acteurs politiques ne doivent pas manquer de jouer à l'état de veille. Parce que le temps joue contre eux. Très rapidement, il y a les législatives qui sont là. On n'est pas en train de penser à comment s'organiser. Vous avez vu, depuis qu'on a organisé ces élections-là, je pense que l'opposition doit déjà rebondir. Certainement mais ce qui n'est pas en train d'être fait. états-majors. Mais si ce n'est pas comme ça, Ouattara continue sa route et risque d'atteindre de la façon la plus simple possible, comme il a fait par ce chaos-là, atteindre ses objectifs par un autre chaos. Merci Joël Yetonji. Madame, monsieur, c'est tout pour le deuxième débat de ce jour. Avant le troisième sujet, voici un nouveau point de l'actualité à travers ce flash d'information. En Égypte, les corps de 162 des 224 victimes du crash de la semaine dernière ont quitté le Caire pour la Russie alors que l'enquête sur les causes de cette catastrophe que les autorités ignorent pour l'instant se poursuit. L'hypothèse d'un attentat reste envisagée après la revendication de la branche égyptienne du groupe État islamique.
En Guinée, la Cour constitutionnelle a validé la réélection au premier tour du président Alpha Condé avec 57% des voix. Ceci après avoir rejeté l'ensemble des recours en annulation présentés par 3 de ses adversaires. Dès le lendemain du scrutin, les 7 adversaires du président Condé avaient dénoncé une mascarade et refusé par avance d'en reconnaître les résultats. Au Niger, la coalition des partis de l'opposition et la société civile réunis au sein du Front patriotique républicain a organisé ce dimanche à Niamey une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation. Plusieurs personnes ont pris part à la manifestation pour exiger des élections inclusives, libres, honnêtes et transparentes. Enfin, nous finissons ce débat avec l'Égypte où 224 personnes ont perdu la vie suite au crash d'un avion russe la semaine dernière après la revendication de cette attaque par la branche égyptienne du groupe État islamique. Quelle sera la réaction de la Russie face à la montée justement du terrorisme dans le monde entier, en Syrie et sur le continent africain? La réponse de nos invités après ce générique. Médéric François Gongo, cette attaque contre un avion russe qui a fait 224 morts, est-ce que ce n'est pas un passeport pour Poutine dans sa guerre contre le terrorisme? Je pense qu'en intervenant aux côtés du président Assad, au niveau de la Syrie et un peu plus au niveau de l'Irak, pour contrer l'avancée considérable de l'État islamique, la Russie devrait s'attendre à ce que d'autres fronts soient ouverts au niveau du monde. Mais jusqu'à là où nous sommes, la revendication de ce crash par l'État islamique n'est pas encore complètement établie, parce que réfutée par les autorités égyptiennes, par les autorités mais russes. La compagnie justement propriétaire de cet avion a dit c'est seulement un objet extérieur qui a pu provoquer cette explosion. Oui, ça c'est vrai, mais on le dit donc, également. Ils ne veulent pas reconnaître, les autorités certainement ne veulent pas reconnaître maintenant que c'est une attaque terroriste. Voilà, mais également on nous dit qu'à 9500 j'allais dire mètres d'altitude, il n'est pas possible pour l'État islamique de disposer de matériel militaire pouvant lui permettre de frapper. Est-ce que entre-temps, l'État islamique n'a pas eu du matériel militaire dont il s'agit? Est-ce que il n'y a pas eu une bombe qui aurait été posée? Là, il va falloir procéder par profilage de tous les passagers pour voir s'il y a des passagers qui ont des passés, des fréquentations, des accointances avec certaines tendances islamisantes, l'un dans l'autre. Je pense qu'on aura d'autres fronts qui seraient ouverts. L'État islamique frapperait ailleurs les intérêts russes et les intérêts de tous ceux qui agissent. Et donc, il va falloir redoubler d'ardeur, redoubler de vigilance et aller très vite pour circonscrire l'État islamique et finir avec. Oui, mais est-ce que la Russie aujourd'hui va profiter de cette situation pour enfin venir en aide aux pays africains qui souffrent du terrorisme? Je veux parler du Nigeria, du Tchad, du Cameroun. Le cas Boko Haram est là et on ne voit pas les puissances vraiment apporter leur aide aux pays africains. L'invite de l'Iran, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, par les États-Unis au niveau de Qatar, comme on l'a constaté pour la gestion de la crise syrienne, même nous amène à une redéfinition de la problématique de la gestion du terrorisme au niveau du monde entier. Donc il va falloir qu'au-delà de la situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Extrême-Orient et de certains pays arabes, que la lutte soit un peu plus inclusive. Au niveau du continent africain, la Russie ne peut plus se taire. La Russie ne peut plus considérer ses intérêts dans la région arabe pour agir. Il va falloir aller vers une anticipation. Il va falloir donner plus de matériel pour la surveillance et pour la télédétection de manière à voir très vite les dangers venir. Et la Russie intervenir dans les frappes telles que la Russie est en train de frapper en Syrie. La Russie ne pouvait pas agir sans tenir compte du positionnement des États-Unis et des autres pays qui sont déjà sur le terrain africain. Donc il va falloir redéfinir les rôles et il va falloir mettre ensemble les forces militaires, les forces d'investigation, les forces de renseignement pour avoir l'information juste au moment réel de manière à empêcher tous ces affaires. Joël Eton, est-ce que vous pensez que la Russie va profiter de cet incident pour aider cette fois-ci les pays africains? Oui, c'est de la réelle politique. La Russie ne demandait pas mieux. Pourquoi? Parce que la Russie, absente de la scène internationale ces 5 dernières années, aujourd'hui est en train de signer son comeback. Et ce qui s'est passé, c'est, elle est endeuillée, on pleure des milliers de morts,
mais c'est du pain béni pour la Russie. La Russie a de tout temps eu besoin de l'appui de sa population. Voilà une population meurtrie de cette façon-là. Quelle est la réponse qu'il faut y apporter? Hier, les sceptiques qui disaient c'est une guerre contre l'inconnu et il ne faut pas s'y engager. Aujourd'hui, Poutine a de raisons suffisantes pour faire comprendre à sa population, si nous n'y allons pas, si nous ne continuons pas, le matériel, nous l'avons. Vous l'avez, personne, nul d'autre, si ce n'est la Russie, n'a frappé autant. Aujourd'hui, les reproches faits à la Russie, c'est quoi? C'est qu'on soupçonne la Russie de frapper des gens qui ne sont pas des djihadistes, mais des gens proches plutôt, ou des gens opposés à Bachar al-Assad. La Russie dit, montrez-nous alors les cibles, on ira frapper. Aujourd'hui, la Russie est attaquée. La Russie qui est... légitimement peut entrer dans la guerre. Qui a soif d'autonomie, qui a soif de puissance, qui a soif de meilleur repositionnement sur la scène internationale, va profiter de ce qui vient de se passer pour dicter une nouvelle fois sa loi. Merci, Joaillier Tondi, merci. Médéric François Gongo, madame, monsieur, c'est tout pour ce numéro de votre émission Angle de Vie. Merci de nous avoir suivis et très bonne